Le soleil d'automne parisien caressait les façades haussmanniennes, tandis que Karim Ben Ali contemplait l'imposant édifice qui se dressait devant lui. L'immeuble du 19e siècle, situé dans le prestigieux 7e arrondissement, était une merveille architecturale tombée en désuétude. Ses fenêtres à meneaux, ses balcons en fer forgé et ses moulures élégantes racontaient une histoire de grandeur déchue que Karim brûlait de ressusciter. À 42 ans, ce richissime promoteur immobilier d'origine franco-saoudienne avait déjà redonné vie à des dizaines de bâtiments historiques à travers le monde. Mais celui-ci était différent. Quelque chose dans ces pierres patinées par le temps résonnait en lui d'une façon particulière, comme un écho lointain de son propre passé. « Monsieur Ben Ali, les documents sont prêts pour la signature », annonça Pierre Duroc, son avocat, en lui tendant une épaisse chemise en cuir. « L'acquisition sera finalisée dès que vous aurez paraphé l'ensemble. » Karim prit son temps pour observer une dernière fois la façade avant d'entrer dans le bâtiment. Les marches en marbre de l'escalier principal craquaient sous ses pas, témoignant de décennies d'abandon. L'odeur de renfermé et de poussière imprégnait l'air, mais il pouvait imaginer la splendeur passée des lieux. Au fur et à mesure qu'il montait les étages, accompagné de son équipe d'experts, Karim notait mentalement les travaux à entreprendre. Les plafonds à la française nécessiteraient une restauration minutieuse, les parquets en point de Hongrie devraient être entièrement refaits et la plomberie serait à remplacer intégralement. C'est en atteignant le dernier étage que tout bascula. Une porte entr'ouverte laissa échapper un bruit ténu, à peine perceptible. Karim fit signe à son équipe de rester en arrière et s'approcha doucement. Ce qu'il découvrit le figea sur place. Dans une pièce mansardée vivaient deux femmes, une dame âgée et sa fille adulte entourées de quelques maigres possessions. « S'il vous plaît, ne nous chassez pas », murmura la plus jeune en se levant, protégeant instinctivement sa mère de son corps. « Nous n'avons nulle part où aller. » Karim resta silencieux un moment, observant la scène. La pièce, malgré sa vétusté, était d'une propreté irréprochable. Des livres soigneusement rangés occupaient un coin, et quelques photos jaunies étaient accrochées au mur. Ces femmes n'étaient pas de simples squatteuses. Il y avait une histoire derrière leur présence ici. « Je m'appelle Sophie Dumas », continua la jeune femme, « et voici ma mère, Marguerite. Nous vivons ici depuis que nous avons perdu notre appartement il y a 3 ans. Je suis architecte, mais les temps sont durs. » Quelque chose dans leur dignité face à l'adversité toucha profondément Karim. Il revit soudain sa propre mère, luttant pour élever seule ses enfants après la disparition de son père. Ces souvenirs qu'il s'efforçait d'ordinaire de maintenir, enfouis, remontèrent à la surface avec une force inattendue. « Je ne vais pas vous chasser, dit-il doucement. Au contraire, je vais vous aider. » Les mots avaient quitté sa bouche avant même qu'il ne réalise pleinement leur portée. Derrière, lui, il entendit son avocat s'éclaircir la gorge, prêt à protester. Mais Karim leva la main pour le faire taire. « Mademoiselle Dumas, si vous êtes architecte, vous pourriez peut-être m'aider. Ce bâtiment mérite d'être restauré dans les règles de l'art et votre expertise pourrait être précieuse. » Le visage de Sophie s'illumina d'espoir, tandis que sa mère serrait ses mains l'une contre l'autre, les yeux brillants de larmes contenues. « En attendant le début des travaux, je possède une résidence sur l'avenue Foch avec plusieurs chambres d'amis. Vous y serez bien mieux qu'ici, le temps de trouver une solution plus permanente. » Cette décision spontanée allait bouleverser sa vie bien plus qu'il ne pouvait l'imaginer. Car dans les murs de cet immeuble sommeillaient des secrets qui attendaient leur heure, des secrets qui le concernaient personnellement et qui allaient bientôt refaire surface. Tandis qu'il aidait Sophie à rassembler les quelques affaires de sa mère, Karim remarqua un vieux document qui dépassait d'un livre. C'était une photographie en noir et blanc montrant l'immeuble dans sa splendeur d'antan. Au dos, une inscription, à moitié effacée, mentionnait un nom qui lui était étrangement familier. Propriété Hassan & Goldstein, 1937. Hassan, le nom de son grand-père. L'installation de Sophie et Marguerite dans la demeure de Karim se fit dans une atmosphère étrange, mélange de gratitude et de gêne. La majestueuse résidence de l'avenue Foch, avec ses hauts plafonds et son mobilier raffiné, contrastait violemment avec la mansarde qu'elles venèrent de quitter. « Je ne sais comment vous remercier, monsieur Ben Ali », murmura Marguerite, ses mains ridées caressant le velours d'un fauteuil Louis XVI. « Votre générosité nous touche profondément. » Karim observait la scène depuis son bureau, où il avait
étalait la vieille photographie trouvée dans l'immeuble. Le nom de son grand-père ne cessait de le troubler. Ahmad Hassan avait été un homme d'affaires respecté dans le Paris d'avant-guerre, mais les archives familiales restaient étrangement muettes sur cette période. Sophie frappa doucement à la porte entr'ouverte. « Puis-je entrer ? J'aimerais vous parler de l'immeuble. »« Je vous en prie, » répondit Karim en lui désignant un siège. Dans la lumière du soir, il remarqua combien son visage s'était déjà transformé. La tension qui creusait ses traits s'était atténuée, laissant place à une beauté discrète mais indéniable. « J'ai passé ces dernières années à étudier l'histoire de ce bâtiment, » commença-t-elle. « C'est d'ailleurs pour cela que nous y sommes restés si longtemps. Il y a quelque chose de fascinant dans son histoire, des zones d'ombre que je n'arrive pas à éclaircir. » Karim lui tendit la photographie. Comme ceci, les yeux de Sophie s'écarquillèrent en lisant l'inscription. Hassan N. Goldstein, j'ai trouvé ces noms dans plusieurs documents d'époque, mais je n'ai jamais pu remonter leurs traces. C'était une société importante dans les années 30, spécialisée dans l'immobilier de luxe. Puis elle a mystérieusement disparu des registres en 1938. Hassan était mon grand-père, révéla Karim. Mais ma famille n'a jamais mentionné cette association ni cet immeuble. Sophie s'anima soudain, son enthousiasme d'historienne prenant le dessus. C'est extraordinaire. J'ai accumulé tant de documents sur ce bâtiment. Il y a notamment des plans d'origine qui montrent des particularités architecturales fascinantes, comme un système de double mur dont je n'ai jamais compris l'utilité. La conversation se prolongea tard dans la soirée, Sophie partageant ses découvertes avec une passion contagieuse. Elle évoqua des réunions mystérieuses qui s'y tenaient avant la guerre, des personnalités importantes qui le fréquentaient, des rumeurs de documents cachés. Le lendemain matin, Karim se rendit seul à l'immeuble. Le soleil matinal révélait des détails qu'il n'avait pas remarqués la veille, des symboles gravés dans la pierre, des motifs récurrents dans les ferronneries. Tout semblait porteur de sens. Une voix le fit sursauter. « Vous aussi, vous cherchez des réponses ?» Une femme âgée se tenait sur le trottoir, s'appuyant sur une canne. Son regard perçant semblait le transpercer. « Je suis Madame Leroy, j'habite en face depuis 1955. J'ai vu beaucoup de choses, vous savez, des choses que certains préféreraient oublier. » Karim s'approcha, intrigué. « Quel genre de choses ?»« Votre grand-père était un homme bien, » dit-elle. « Simplement. Lui et M. Goldstein voulaient faire de cet endroit quelque chose de spécial, pas juste un immeuble de luxe, mais un lieu de rencontre, d'échange, un pont entre les cultures. Vous avez connu mon grand-père? J'étais très jeune, mais je me souviens de lui, grand, élégant, toujours un sourire aux lèvres. Il organisait des réceptions somptueuses ici. Des intellectuels, des artistes, des hommes d'affaires de tous horizons s'y retrouvaient. C'était rare à l'époque, vous savez. Madame Leroy fouilla dans son sac et en sortit une enveloppe jaunie. J'ai gardé quelques photos. Je savais qu'un jour quelqu'un viendrait poser les bonnes questions. Les photos montraient l'immeuble dans sa splendeur passée. Des réceptions élégantes, des salons richement décorés, des visages souriants d'une autre époque. Et parmi eux, Karim reconnut son grand-père, plus jeune qu'il ne l'avait jamais vu en photo. Les jours suivants s'écoulèrent dans une frénésie d'activité. Sophie avait transformé le salon de Karim en un véritable bureau d'études, étalant plans et documents sur chaque surface disponible. Sa passion pour l'histoire de l'immeuble était contagieuse, et Karim se surprenait à passer des heures à l'écouter détailler ses découvertes. « Regardez cette particularité », expliquait-elle en désignant un détail sur un plan jauni. Ces doubles murs dont je vous parlais ne figurent sur aucun plan officiel de l'époque. C'est comme si quelqu'un avait volontairement dissimulé leur existence. Marguerite, qui s'était rapidement adaptée à sa nouvelle vie, passait ses journées à trier méthodiquement les vieux documents qu'ils avaient ramenés de l'immeuble. Son esprit vif et sa mémoire exceptionnelle s'avéraient précieux dans leur quête. Ces réceptions dont parle Madame Leroy, intervint-elle un matin, elles correspondent aux dates inscrites dans ce vieux carnet de comptes. Mais les dépenses notées sont étrangement élevées pour de simples soirées mondaines. Karim était de plus en plus intrigué par le passé de son grand-père. Ahmad Hassan apparaissait maintenant comme un homme bien différent de celui décrit dans les récits familiaux. Les photos de Madame Leroy le montraient au centre d'un réseau d'intellectuels et d'artistes, loin de l'image du simple homme d'affaires qu'on lui avait dépeinte. Un après-midi, alors qu'ils inspectaient l'immeuble, Sophie fit une découverte surprenante.
Dans une ancienne bibliothèque du premier étage, elle remarqua que les moulures formaient un motif inhabituel. « Ces arabesques » murmura-t-elle en passant ses doigts sur le relief. « Elles ne correspondent pas au style de l'époque. On dirait qu'elles cachent quelque chose. » Effectivement, en appuyant légèrement sur un certain point, un mécanisme ancien se déclencha, révélant une petite cache dans le mur. À l'intérieur, ils trouvèrent un coffret en métal, protégé de la poussière par son emplacement hermétique. Le cœur battant, Karim l'ouvrit délicatement. Il contenait des lettres, des documents officiels et un journal intime rédigé de la main de son grand-père. Les pages jaunies révélaient une histoire fascinante. « Mon cher associé », lut Karim à voix haute, « notre projet avance comme prévu. L'immeuble servira non seulement de lieu de rencontre, mais aussi de sanctuaire. Les plans modifiés que vous avez suggérés sont parfaits. Personne ne soupçonnera jamais la véritable fonction des doubles murs. » Sophie et Karim échangèrent un regard intense. « Un sanctuaire » souffla-t-elle. « Pour qui ?» La réponse se trouvait dans les pages suivantes du journal. Ahmad Hassan et Jacob Goldstein avaient conçu l'immeuble comme un refuge sophistiqué. Les doubles murs, les passages secrets et les caches dissimulées servaient à protéger des documents importants et parfois à abriter des personnes qui avaient besoin de disparaître temporairement. « Votre grand-père était un héros », murmura Sophie, les yeux brillants d'admiration. Il utilisait sa position et sa fortune pour protéger les autres. Cette révélation bouleversa Karim. Son grand-père n'avait jamais parlé de cette période de sa vie, emportant ses secrets avec lui. Pourquoi tant de mystères? Et pourquoi sa famille semblait-elle avoir effacé toute trace de cette époque? Pendant ce temps, à l'extérieur de l'immeuble, une berline noire était stationnée. Son conducteur observait attentivement les allées et venues, prenant des notes dans un carnet. La présence de Karim et ses recherches n'étaient pas passées. Qu'inaperçu. Le soir venu dans la résidence de l'avenue Foch, Karim contemplait Paris depuis sa terrasse. Les découvertes de la journée l'avaient profondément remué. Il sentait que ce projet immobilier dépassait désormais largement ses objectifs initiaux. Il ne s'agissait plus simplement de restaurer un bâtiment, mais de révéler une histoire, oubliée, de rendre justice à la mémoire de son grand-père. La présence de Sophie et Marguerite avait progressivement transformé l'atmosphère de la demeure de Karim. Les couloirs autrefois silencieux résonnaient maintenant de conversations animées, de rires spontanés, d'échanges passionnés autour de leur découverte. Même le personnel de maison semblait plus détendu, conquis par la gentillesse naturelle des deux femmes. Un matin, alors que Karim prenait son petit déjeuner sur la terrasse, il remarqua que Sophie semblait préoccupée. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-il doucement. Elle hésita un instant avant de répondre. « Hier soir, en rentrant de l'immeuble, j'ai remarqué une voiture qui nous suivait, une berline noire. Ce n'est pas la première fois que je la vois. » Karim fronça les sourcils. Lui aussi avait remarqué cette présence, mais n'avait pas voulu inquiéter ses invités. « Depuis quand exactement ?»« Depuis que nous avons commencé à fouiller dans les documents. Au début, je pensais que c'était une coïncidence, mais maintenant... » Elle laissa sa phrase en suspens, son regard perdu dans le vague. La situation prenait un tour inattendu. Leurs recherches dans le passé semblaient avoir éveillé l'intérêt de personnes bien vivantes. Mais qui pouvait encore s'inquiéter de secrets vieux de plus de 80 ans? Madame Leroy leur apporta un début de réponse lors de leur visite suivante à l'immeuble. La vieille dame les attendait sur son balcon, comme si elle avait guetté leur arrivée. « Les Beaumont sont revenus », annonça-t-elle sans préambule une fois qu'ils furent montés chez elle. « Les Beaumont » répéta Karim. « Une famille puissante. Ils ont essayé d'acheter l'immeuble plusieurs fois après la guerre. Votre grand-père et M. Goldstein avaient toujours refusé de leur vendre. Maintenant, leur petit-fils, François Beaumont, siège au conseil municipal. Il s'intéresse beaucoup au projet de rénovation du quartier. » Sophie sortit son ordinateur portable et effectua une rapide recherche. François Beaumont apparaissait sur plusieurs photos officielles. Un homme élégant d'une cinquantaine d'années au sourire commercial. Son nom était associé à de nombreux projets immobiliers controversés dans Paris. « Il y a autre chose », continua Madame Leroy en baissant la voix. Les Beaumont étaient impliqués dans des affaires douteuses pendant la guerre. Des documents compromettants les concernant auraient été cachés quelque part dans l'immeuble. Du moins, c'est ce que mon père racontait. Cette révélation donnait un nouveau sens à leur découverte des doubles murs et des caches secrètes.
Les documents qu'il cherchait existaient peut-être encore, soigneusement dissimulés quelque part dans le bâtiment. De retour à sa résidence, Karim passa plusieurs heures au téléphone avec ses contacts. Les informations qu'il recueillit sur les Beaumont étaient troublantes. Leur empire immobilier s'était construit sur des acquisitions contestables, des pressions exercées sur des propriétaires vulnérables, des arrangements avec des fonctionnaires complaisants. Sophie le rejoignit dans son bureau en fin de soirée, portant une tasse de thé à la menthe qu'elle avait préparée à la manière dont sa mère le lui avait appris. « J'ai peut-être trouvé quelque chose », dit-elle, en lui tendant la tasse. « Dans les plans que nous avons découverts, il y a une incohérence au niveau des caves. Un espace qui n'apparaît sur aucun document officiel. » Ils étalèrent les plans sur le bureau, comparant les différentes versions. Effectivement, une zone semblait avoir été délibérément omise des plans officiels. « Demain, nous descendrons, explorer les caves, » décida Karim. « Mais nous devrons être prudents. Je ne veux pas que les Beaumont apprennent ce que nous avons découvert. » Cette nuit-là, alors que le silence enveloppait la maison, Karim ne parvenait pas à trouver le sommeil. L'histoire de son grand-père, les mystères de l'immeuble, la présence inquiétante des Beaumont, tout se mélangeait dans son esprit. Et au milieu de tout cela, il y avait Sophie dont la présence dans sa vie devenait chaque jour plus importante, d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. L'aube se levait à peine sur Paris lorsque Karim et Sophie se retrouvèrent devant l'immeuble. Ils avaient choisi ce moment particulier pour explorer les caves, espérant éviter toute attention indésirable. Madame Leroy, fidèle à son poste d'observation, leur fit un discret signe de tête depuis sa fenêtre. « J'ai apporté tout le nécessaire », murmura Sophie en ouvrant son sac à dos. Des lampes torches, des gants, un appareil photo professionnel et des outils de mesure en sortirent méthodiquement. Son professionnalisme d'architecte prenait le dessus sur l'appréhension qu'elle pouvait ressentir. Les caves de l'immeuble s'enfonçaient profondément sous le niveau de la rue. L'air y était frais et chargé d'une odeur de terre humide. Leurs pas résonnaient sur le sol en terre battue, soulevant de petits nuages de poussière dans le faisceau de leurs lampes. Selon les plans, expliqua Sophie en déroulant un document, l'espace manquant devrait se trouver derrière ce mur. Elle désigna une paroi qui semblait, à première vue, parfaitement ordinaire. Karim passa ses mains sur la surface rugueuse, cherchant un mécanisme similaire à celui qu'ils avaient trouvé dans la bibliothèque. Rien. Le mur semblait solide et impénétrable. « Attendez, » dit soudain Sophie, « regardez ces marques au sol. » Des traces à peine visibles formaient un motif géométrique complexe. On dirait des étoiles entrelacées, le même motif que sur les ferronneries de la façade. Elle sortit son carnet et commença à dessiner rapidement. C'est un système de navigation. Les étoiles indiquent des points précis dans l'espace. Si on suit leur alignement, ses doigts coururent sur le mur, suivant un chemin invisible. Soudain, un déclic se fit entendre. Une partie du mur pivota légèrement, révélant un passage étroit. « Impressionnant !» souffla Karim, admiratif devant la perspicacité de Sophie. Le passage débouchait sur une pièce circulaire parfaitement préservée. Des étagères en bois couraient le long des murs, supportant des boîtes en métal similaires à celles qu'ils avaient retrouvées dans la bibliothèque. Au centre, une table ronde en acajou massif portait encore les traces de longues discussions, des marques de verre, des brûlures de cigarettes, l'empreinte du temps sur le vernis. « C'était leur salle de réunion secrète », murmura Sophie, émue. « C'est ici que votre grand-père et ses amis se retrouvaient. » Ils commencèrent à examiner méthodiquement le contenu des boîtes. Chacune contenait des documents soigneusement classés, correspondances, photographies, rapports détaillés. L'histoire se dessinait peu à peu sous leurs yeux. « Regardez ça », dit Karim en sortant une enveloppe. « Une lettre de mon grand-père ?» À Jacob Goldstein, datée de 1938. Il commença à lire à voix haute. « Mon ami, les Beaumont deviennent de plus en plus insistants. Ils soupçonnent l'existence de nos activités, mais ils ne peuvent rien prouver. Nous devons renforcer nos précautions. » Sophie s'était approchée de la table centrale et l'examinait avec attention. « Il y a quelque chose d'étrange avec ce plateau, » dit-elle en tapotant doucement la surface. Un son creux lui répondit. Ensemble, ils soulevèrent le plateau, révélant un compartiment secret. À l'intérieur, un dossier épais portait une inscription en allemand et en français, « Dossier Beaumont, preuves et témoignages ». « C'est donc ça qu'ils cherchent depuis toutes ces années, » murmura Karim. « Les preuves de leur collaboration avec... »
Un bruit dans le passage les fit sursauter. Des pas approchaient. Rapidement, ils remirent le plateau en place et éteignirent leurs lampes. Dans l'obscurité, Karim attira Sophie contre lui, se dissimulant derrière une étagère. Son cœur battait si fort qu'il craignait qu'on puisse l'entendre. Le faisceau d'une lampe torche balaya la pièce. Karim et Sophie retinrent leur souffle, immobiles dans leur cachette. La lumière s'attarda sur la table centrale, puis sur les étagères, avant de s'éteindre. Les pas s'éloignèrent lentement. C'était proche, chuchota Sophie, encore tremblante. Elle réalisa soudain qu'elle était toujours dans les bras de Karim, leurs corps pressés l'un contre l'autre dans l'espace étroit. Une chaleur inattendue envahit ses joues. Karim sembla également prendre conscience de leur proximité. Il s'écarta doucement, mais ses mains s'attardèrent un instant sur les épaules de Sophie. « Nous devrions remonter, » dit-il d'une voix légèrement rauque. « Ce n'est pas prudent de rester ici. » Ils rassemblèrent rapidement leurs découvertes, prenant soin de tout remettre exactement en place. Le dossier Beaumont, cependant, trouva sa place dans le sac de Sophie. Ils ne pouvaient pas risquer qu'il tombe entre de mauvaises mains. De retour dans la résidence de l'avenue Foch, ils trouvèrent Marguerite en grande conversation avec Madame Leroy qu'elle avait invitée pour le thé. Les deux femmes s'étaient découvert de nombreux souvenirs communs du Paris d'après-guerre. « Ah, vous voilà !» s'exclama Marguerite. « Madame Leroy nous apporte des nouvelles intéressantes. » La vieille dame hocha gravement la tête. François Beaumont a convoqué une réunion extraordinaire du conseil municipal pour demain. Le sujet, la révision du plan de sauvegarde du quartier. Votre immeuble est concerné. Karim et Sophie échangèrent un regard inquiet. Ce n'était pas une coïncidence. Il y a autre chose, continua Madame Leroy. J'ai vu des hommes entrer dans l'immeuble ce matin, très tôt. Ils portèrent des mallettes d'équipement. Je crois qu'ils ont installé des caméras. La nouvelle confirmait leurs craintes. Les Beaumont ne reculeraient devant rien pour protéger leurs secrets. Dans le bureau de Karim, ils étalèrent leurs découvertes. Le dossier contenait des documents accablants, des preuves de transactions douteuses, des témoignages, des photographies compromettantes. Tout un pan de l'histoire de Paris que certains préféraient garder dans l'ombre. « Votre grand-père et M. Goldstein ont risqué beaucoup pour préserver ces preuves, » dit doucement Sophie. Ils savaient que la vérité devrait un jour éclater. Karim contemplait une photo en particulier. Elle montrait son grand-père et Jacob Goldstein devant l'immeuble, souriant fièrement. Au dos, une inscription. « Pour que jamais on oublie ce qui s'est passé ici, pour que la justice triomphe un jour. Nous devons honorer leur mémoire, décida-t-il, mais nous devons aussi être plus intelligents que nos adversaires. » Sophie acquiesça. Les Beaumont s'attendent à ce que nous utilisions ces documents comme une arme. Mais il y a peut-être un autre moyen. Elle développa son idée. Au lieu de confronter directement les Beaumont, il pourrait utiliser l'histoire de l'immeuble comme un levier positif. Transformer le bâtiment en un lieu de mémoire, un espace dédié à ceux qui, comme Ahmad Hassan et Jacob Goldstein, avaient choisi de résister pacifiquement à l'injustice. Un centre culturel, s'enthousiasma Karim. Un lieu d'échanges et de rencontres, comme mon grand-père l'avait imaginé, avec une fondation pour soutenir des projets sociaux et culturels. Le projet prenait forme dans leur esprit, mais ils savaient que le temps pressait. La réunion du conseil municipal approchait, et les Beaumont ne resteraient pas inactifs. Cette nuit-là, alors que la maison s'endormait, Karim rejoignit Sophie sur la terrasse. La ville scintillait sous leurs yeux paisibles et mystérieuses. « J'ai peur, avoua Sophie. Pas pour moi, mais pour ce que nous avons découvert, pour la mémoire de ces hommes courageux. » Karim prit sa main dans la sienne. Le geste était simple, naturel, comme s'il l'avait fait des centaines de fois. « Nous ne sommes pas seuls, » dit-il doucement. « Et nous avons quelque chose que les Beaumont n'ont pas, la vérité. » L'hôtel de ville de Paris resplendissait sous le soleil matinal. La salle du conseil municipal se remplissait peu à peu de personnalités locales, de journalistes et de citoyens intéressés. François Beaumont, impeccable dans son costume, sur mesure, occupait déjà sa place entouré de ses alliés. Karim et Sophie entrèrent ensemble, suivis de Madame Leroy qui avait tenu à être présente. Marguerite les attendait déjà à l'intérieur, ayant préparé minutieusement leur présentation avec l'aide de Pierre Duroc, l'avocat de Karim. « Monsieur Ben Ali », les accueillit le maire avec un sourire cordial. « Nous sommes impatients d'entendre votre projet pour cet immeuble historique. » François Beaumont se leva le premier pour présenter son argumentaire. «
Avec une éloquence travaillée, il exposa les risques que représentait la rénovation de l'immeuble selon les plans de Karim. « Ce bâtiment nécessite une approche moderne, commerciale », insista-t-il. « Le transformer en centre culturel serait un gaspillage de son potentiel économique. Ma société propose un projet de bureau de luxe qui générerait des revenus substantiels. Pour la ville ?» Sophie observait les réactions dans l'assemblée. Certains conseillers hochèrent la tête, séduits par les promesses de retombées financières. D'autres semblaient plus sceptiques. Quand vint leur tour, Karim se leva lentement. Au lieu de commencer par des arguments économiques, il sortit la vieille photographie de son grand-père et de Jacob Goldstein. « Cet immeuble n'est pas qu'une structure de pierre et de métal, » commença-t-il. « C'est un témoin de l'histoire de Paris, un symbole de résistance pacifique et de courage moral. » Il raconta alors l'histoire de l'immeuble, de ses architectes, visionnaires qui en avaient fait un lieu de rencontre et d'échange culturel. Sophie prit le relais, projetant des images d'archives et des plans qu'ils avaient découverts. « Notre projet, » expliqua-t-elle avec passion, « est de redonner vie à cette vision originelle. Un centre culturel qui accueillerait des expositions, des conférences, des ateliers d'artistes. Un lieu qui célébrerait la diversité et le dialogue entre les cultures, comme le faisaient Ahmad Hassan et Jacob Goldstein. » Madame Leroy se leva, à son tour, sa voix tremblant légèrement d'émotion. « J'ai été témoin de ce que cet immeuble représentait pour notre quartier. C'était un phare d'espoir et d'humanité dans des temps sombres. » François Beaumont tenta d'intervenir, mais le maire l'interrompit. « Laissez-les terminer, je vous prie. » Karim dévoila alors la partie finale de leur projet, la création d'une fondation qui financerait des programmes d'éducation et d'échanges culturels. Une partie de l'immeuble serait transformée en résidence d'artistes et en espace d'exposition permanente sur l'histoire du bâtiment et de ses fondateurs. « Quant au financement, » précisa-t-il, « je m'engage personnellement à couvrir l'intégralité des travaux de rénovation. Les revenus générés par les espaces commerciaux du rez-de-chaussée serviront à soutenir les activités culturelles. » Un murmure d'approbation parcourut l'Assemblée. Même certains alliés de Beaumont semblaient impressionnés par la proposition. Le maire se tourna vers François Beaumont. « Avez-vous quelque chose à ajouter ?» Beaumont se leva, le visage crispé. « Ce projet est une pure fantaisie romantique. La ville a besoin de développement économique, pas de rêverie culturelle. » C'est alors que Sophie sortit leur atout final, une lettre récemment découverte, écrite par Jacob Goldstein peu avant sa disparition. Elle contenait une vision détaillée de ce que l'immeuble devait devenir, un lieu de mémoire et d'avenir, un pont entre les cultures. La lecture de la lettre de Jacob Goldstein plongea la salle dans un silence respectueux. Ces mots, écrits des décennies auparavant, résonnaient avec une force particulière dans le contexte actuel. « L'argent et le pouvoir sont éphémères », avait-il écrit, « mais les idées et les valeurs que nous défendons peuvent transformer des générations. Cet immeuble doit rester un symbole d'espoir et de résistance pacifique face à l'intolérance. » Le maire se leva, visiblement ému. « Je crois que nous avons tous les éléments nécessaires pour prendre une décision. Nous allons procéder au vote. » Pendant que les conseillers délibéraient, Karim observait François Beaumont. L'homme semblait avoir vieilli de 10 ans en 110. Une heure, son assurance habituelle remplacée par une nervosité mal dissimulée. Sophie serra doucement la main de Karim sous la table. Ce simple contact lui donna la force de supporter l'attente interminable du décompte des votes. Finalement, le maire se leva à nouveau. Par 28 voix contre 12, le Conseil approuve le projet de M. Ben-Ali. L'immeuble sera classé aux monuments historiques et sa transformation en centre culturel est autorisée. Des applaudissements éclatèrent dans la salle. Madame Leroy essuyait discrètement une larme, tandis que Marguerite serrait Sophie dans ses bras. François Beaumont quitta la salle précipitamment, suivi de ses alliés. Son rêve de s'approprier l'immeuble et ses secrets s'évanouissait définitivement. À la sortie de l'hôtel de ville, plusieurs journalistes attendaient. Karim et Sophie répondirent à leurs questions, expliquant leur vision pour l'avenir de l'immeuble. L'histoire d'Ahmad Hassan et Jacob Goldstein fascina particulièrement les médias, donnant au projet une dimension humaine qui dépassait le simple aspect immobilier. De retour à la résidence de l'avenue Foch, ils trouvèrent une surprise. Pierre Duroc les attendait avec une bouteille de champagne et une nouvelle inattendue. « J'ai fait quelques recherches supplémentaires », annonça-t-il. « Il existe un testament de Jacob Goldstein qui n'a jamais été exécuté.
Il léguait sa part de l'immeuble à la famille Hassan, à condition qu'elle respecte leur vision commune. Cette révélation confirmait ce que Karim avait toujours ressenti. Sa connexion avec l'immeuble n'était pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une promesse faite des décennies plus tôt. Le soir venu, alors que tous célébraient leur victoire, Karim s'isola un moment sur la terrasse. Sophie le rejoignit, portant 2 tasses de thé à la menthe. « À quoi pensez-vous » demanda-t-elle doucement. « À mon grand-père » répondit-il. « J'aurais aimé qu'il puisse voir ça. Voir que son rêve va enfin se réaliser. » Sophie posa sa tasse et se tourna vers lui. « Il le voit, j'en suis sûr. À travers vous, à travers ce que nous allons construire ensemble. » Le mot « ensemble » flotta entre eux, chargé de promesses. Karim réalisa que ce projet avait non seulement donné un nouveau sens à sa vie, mais lui avait aussi apporté quelque chose qu'il n'attendait plus. L'amour. Dans le salon, ils entendaient Marguerite et Madame Leroy, qui planifiaient déjà les futures activités du centre culturel. Leur enthousiasme était contagieux. « Nous avons beaucoup de travail devant nous », dit Sophie avec un sourire. « Oui », répondit Karim en prenant sa main, « et je ne voudrais pas le faire avec quelqu'un d'autre. » La nuit tombait sur Paris, enveloppant la ville dans sa douceur caractéristique. L'immeuble qui avait si longtemps gardé ses secrets allait enfin pouvoir raconter son histoire et en écrire une nouvelle, portée par l'amour et la détermination de ceux qui avaient choisi de préserver sa mémoire. Les mois suivants virent l'immeuble se métamorphoser progressivement. Sous la direction de Sophie, les travaux avançaient rapidement, respectant scrupuleusement l'esprit original du bâtiment tout en l'adaptant à sa nouvelle vocation. Les doubles murs, au lieu d'être démolis, furent préservés et intégrés au projet. Certains devinrent des espaces d'exposition retraçant l'histoire du lieu, d'autres furent transformés en alcôves intimistes pour la future bibliothèque. « C'est fascinant de voir comme chaque détail raconte une histoire », expliquait Sophie à un groupe de journalistes venus visiter le chantier. Ces moulures, par exemple, ne sont pas que décoratives. Elles formaient un véritable langage secret pour ceux qui savaient le déchiffrer. Karim passait de plus en plus de temps sur le chantier, captivé par la transformation. Il avait installé un bureau temporaire dans l'une des pièces rénovées, d'où il pouvait observer les progrès quotidiens. Mais surtout, il pouvait être près de Sophie. Leur relation avait évolué naturellement, sans qu'ils aient besoin de mettre des mots sur leurs sentiments. Ils se comprenaient d'un regard, terminaient les phrases l'un de l'autre, partageaient une vision commune de l'avenir. Marguerite s'était épanouie dans son rôle de coordinatrice des futures activités culturelles. Sa connaissance approfondie de l'histoire locale et son réseau de contacts dans le monde artistique s'avéraient précieux. « Nous avons déjà une liste d'attente pour les résidences d'artistes », annonça-t-elle un matin rayonnante. « Des créateurs du monde entier sont intéressés par le projet. » Madame Leroy, devenue une figure incontournable du projet, organisait des visites guidées pour les habitants du quartier. Son récit passionné de l'histoire de l'immeuble captivait les visiteurs, créant un lien émotionnel fort avec le lieu. Un jour, alors que Sophie supervisait la restauration des ferronneries d'origine, elle fit une découverte inattendue. Derrière, une plaque descellée. Elle trouva un petit carnet relié en cuir. « Karim » appela-t-elle, excitée. « Venez voir ça. » Le carnet appartenait à Jacob Goldstein. C'était son journal personnel des années 1937-1938, rempli de croquis d'architecture et de réflexions sur sa collaboration avec Ahmad Hassan. « Regardez cette page, » dit Sophie, émue. « Il parle de votre grand-père. Ahmad n'est pas seulement un associé, il est devenu un frère. Notre différence de culture et de religion, que certains voyaient comme un obstacle, est notre plus grande force. Ensemble, nous prouvons que l'amitié transcende toutes les barrières. » Ces mots résonnaient particulièrement avec leur propre histoire. Karim et Sophie se regardèrent longuement, conscients que leur amour s'inscrivait dans la continuité de cet héritage d'ouverture et de tolérance. La cave secrète fut transformée en une salle de conférence unique, préservant sa table d'origine et ses étagères. Les documents historiques, soigneusement restaurés, y seraient exposés dans des vitrines spécialement conçues. Un soir, alors que le soleil couchant baignait le chantier d'une lumière dorée, Karim surprit Sophie en train de dessiner dans un coin tranquille. « Qu'est-ce que vous imaginez » demanda-t-il doucement. Elle lui montra son carnet. C'était
Une série de croquis représentant l'immeuble à différentes époques, son état d'origine, la période où son grand-père et Goldstein y travaillaient, et sa future incarnation en centre culturel. C'est comme si le bâtiment avait une âme, dit-elle. Chaque génération y ajoute sa propre histoire, mais l'esprit reste le même, un lieu de rencontre, de partage, de résistance pacifique face à l'intolérance. Karim s'assit près d'elle, contemplant les dessins. « Mon grand-père serait fier, murmura-t-il, pas seulement du projet, mais de voir que son rêve de rapprochement entre les cultures continue à travers nous. » L'inauguration du centre culturel Hassan Goldstein approchait à grands pas. Les derniers détails étaient peaufinés avec soin, chaque espace reflétant parfaitement la vision de ses créateurs originels et de leurs héritiers spirituels. La nouvelle de ce projet unique s'était répandue bien au-delà des frontières de Paris. Des journalistes du monde entier avaient demandé à couvrir l'événement, fascinés par cette histoire de renaissance et de transmission. Un matin, alors que Sophie supervisait l'installation des dernières vitrines d'exposition, elle reçut une visite inattendue. Une femme élégante d'une 60aine d'années se présenta à l'accueil. « Je suis Rachel Goldstein », dit-elle simplement. La petite fille de Jacob. Sophie appela immédiatement Karim, qui accourut bouleversé par cette apparition. Rachel avait les mêmes yeux pétillants que son grand-père sur les photos d'époque. « J'ai suivi votre projet dans les médias », expliqua-t-elle. « Je vis en Israël depuis des années. Mais quand j'ai compris ce que vous faisiez ici, j'ai su que je devais venir. » Elle leur montra une boîte en bois qu'elle avait apportée. « Ce sont les effets personnels de mon grand-père. Des lettres, des photos, des documents qu'il avait emportés avec lui. Je pense qu'ils ont leur place ici. » Parmi ces trésors se trouvait une série de photographies inédites montrant Ahmad Hassan et Jacob Goldstein dans des moments de vie quotidienne, partageant un repas, discutant avec animation autour de plans d'architecture, riant ensemble lors d'une fête de famille. Ils étaient plus que des associés, raconta Rachel. Leur famille était très proche. Mon père me parlait souvent des soirées passées chez les Hassan, des fêtes partagées, des traditions échangées. Cette visite confirma à Karim et Sophie qu'ils avaient fait les bons choix. Le centre culturel ne serait pas qu'un lieu de mémoire, mais un espace vivant où cette tradition d'amitié et de partage pourrait continuer. La veille de l'inauguration, une petite cérémonie privée fut organisée. Marguerite et Madame Leroy avaient préparé un dîner mêlant spécialités françaises, arabes et juives, comme au temps des réceptions d'Ahmad et Jacob. Rachel Goldstein prit la parole. « Mon grand-père disait toujours que les vrais changements commencent par des gestes simples, ouvrir sa porte, partager un repas, écouter l'histoire de l'autre. Cet immeuble a toujours été plus qu'un bâtiment. C'est un symbole de ce qui est possible quand on choisit l'amour plutôt que la peur. » Sophie, émue, serra la main de Karim sous la table. Leur propre histoire d'amour s'inscrivait dans cette lignée, prouvant que les préjugés ne résistent pas à la force des sentiments authentiques. Le lendemain, le centre culturel Hassan Goldstein ouvrirait ses portes au public. Les salles d'exposition raccorderaient l'histoire extraordinaire de deux hommes visionnaires. La bibliothèque offrirait des ouvrages en plusieurs langues. Les ateliers d'artistes accueilleraient des créateurs du monde entier. La salle de conférence souterraine, préservée dans son état d'origine, témoignerait des secrets et des espoirs du passé. Mais surtout, l'esprit qui avait présidé à la création de ce lieu continuerait à vivre à travers chaque personne qui en franchirait les portes. L'immeuble était redevenu ce qu'il avait toujours été destiné à être, un pont entre les cultures, un havre de paix et de compréhension mutuelle. Le jour de l'inauguration du centre culturel Hassan Goldstein se leva sur un Paris radieux. Dès l'aube, une effervescence particulière régnait dans le quartier. Des journalistes du monde entier s'installaient devant l'immeuble, leurs caméras braquées sur la façade magnifiquement restaurée. Sophie, debout devant le miroir de sa chambre, dans la résidence de l'avenue Foch, ajustait nerveusement sa tenue. Ces derniers mois avaient transformé sa vie d'une façon qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. D'architecte sans domicile fixe, elle était devenue la directrice artistique d'un des projets culturels les plus ambitieux de Paris. « Tu es magnifique », dit Marguerite en entrant dans la chambre. Sa mère rayonnait de fierté. Elle aussi avait changé, retrouvant une énergie et une joie de vivre qu'elle croyait perdue. Dans son bureau,
Karim relisait une dernière fois son discours d'inauguration. Les mots lui semblaient insuffisants pour exprimer tout ce que ce projet représentait. Comment décrire le chemin parcouru depuis cette première visite de l'immeuble? Comment traduire en phrases simples la profondeur des émotions et des découvertes qui avaient jalonné cette aventure? Rachel Goldstein, qui avait décidé de rester pour l'inauguration, frappa doucement à sa porte. « Ça, votre grand-père aurait été fier, » dit-elle simplement. « Vous avez fait plus que restaurer un bâtiment, vous avez ressuscité un rêve. » À 10 heures précises, les portes du centre culturel s'ouvrirent pour la première fois au public. La foule qui attendait depuis des heures découvrit avec émerveillement les espaces magnifiquement restaurés. Chaque pièce racontait une histoire. Chaque détail architectural avait retrouvé sa splendeur d'antan. L'exposition principale, installée dans les anciens appartements, retraçait l'histoire extraordinaire d'Ahmad Hassan et Jacob Goldstein. Les photos, les documents et les objets personnels prêtés par Rachel donnaient vie à leur amitié légendaire. Dans la bibliothèque, des milliers d'ouvrages en diverses langues garnissaient les étagères. Les doubles murs, désormais transformés en alcôves de lecture, créant des espaces intimes propices à la réflexion. La salle de conférence souterraine, préservée dans son authenticité, suscitait particulièrement l'émotion des visiteurs. La grande table en acajou, témoin de tant de réunions secrètes, trônait toujours au centre, entourée des documents historiques soigneusement mis sous verre. À midi, dans la cour intérieure transformée en jardin méditerranéen, Karim prit la parole devant une assemblée nombreuse. À ses côtés se tenaient Sophie, Marguerite, Madame Leroy et Rachel Goldstein. « Il y a des lieux qui portent en eux plus que leur simple matérialité, commença-t-il. Des lieux qui incarnent des idéaux, des espoirs, des rêves de générations entières. Cet immeuble est l'un d'eux. » Il raconta alors l'histoire de son grand-père et de Jacob Goldstein, leur vision d'un monde où les différences culturelles seraient une source d'enrichissement mutuel plutôt que de division. Il évoqua les secrets préservés dans les murs, les vies transformées, les amitiés nouées. « Aujourd'hui, poursuivit-il en regardant Sophie avec tendresse, nous ne faisons pas qu'inaugurer un centre culturel. Nous célébrons la victoire de l'amour sur la peur, de la mémoire sur l'oubli, de l'espoir sur le cynisme. Le succès de l'inauguration du centre culturel Hassan Goldstein dépassa toutes les espérances. Pendant des semaines, les médias du monde entier relayèrent cette histoire extraordinaire de renaissance et d'amour. L'immeuble devint rapidement un symbole de dialogue interculturel, attirant des visiteurs des 4 coins du monde. Un soir, quelques mois après l'ouverture, Karim et Sophie se retrouvèrent seuls sur le toit-terrasse du centre. Le soleil se couchait sur Paris, baignant la ville d'une lumière dorée. En contrebas, les derniers visiteurs quittaient l'exposition du jour. « Je repense souvent à ce premier jour, » dit Sophie, « quand vous nous avez trouvés, ma mère et moi, dans la mansarde. Comment une simple décision peut-elle changer tant de vies ?» Karim sourit, se rappelant ce moment crucial. Ce n'était pas une simple décision, c'était le destin. Comme si nos grands-pères avaient orchestré notre rencontre depuis le passé. La transformation n'était pas que matérielle. Marguerite, désormais responsable des programmes éducatifs du centre, avait retrouvé un sens à sa vie. Elle organisait des ateliers pour les enfants du quartier, leur transmettant l'histoire du lieu avec passion. Madame Leroy, toujours aussi vive malgré son âge, continuait ses visites guidées qui enchantèrent les visiteurs. Sa connaissance intime de l'histoire du quartier donnait une dimension unique à ses récits. Rachel Goldstein avait décidé de s'installer définitivement à Paris. Elle avait pris un appartement dans le quartier et participait activement à la vie du centre, créant un pont vivant entre le passé et le présent. « J'ai quelque chose à te montrer », dit Karim en sortant une petite boîte de sa poche. À l'intérieur se trouvait une clé ancienne. Je l'ai trouvée dans les affaires de mon grand-père. C'est la clé de son appartement personnel dans l'immeuble. Je l'ai fait restaurer. Sophie le regarda avec curiosité. « Tu veux dire… » « Oui, sourit-il. J'ai pensé que nous pourrions en faire notre chez nous. Vivre ici, dans ces murs qui ont vu naître tant d'histoires d'amour et d'amitié. » Les yeux de Sophie s'emplirent de larmes de joie. Leur histoire personnelle s'entremêlait désormais indissociablement avec celle de l'immeuble. Le centre culturel Hassan Goldstein était devenu bien plus qu'un lieu de mémoire. C'était un espace vivant où se créaient chaque jour de nouvelles histoires. Les artistes en résidence y trouvaient l'inspiration. Les chercheurs y découvraient des trésors d'archives. Les enfants du quartier y apprenaient la tolérance et l'ouverture.
François Beaumont lui-même avait fini par reconnaître la valeur du projet. Lors d'une visite discrète, il avait laissé un mot dans le livre d'or « Vous avez eu raison, certaines choses valent plus que l'argent ». Un an jour pour jour après leur première rencontre, Karim et Sophie se marièrent dans la cour du centre culturel. La cérémonie réunit leurs familles, leurs amis et toutes les personnes qui avaient contribué à cette formidable aventure. Marguerite et Rachel prononcèrent ensemble un discours émouvant, évoquant le parallèle entre l'histoire d'Ahmad Hassan et Jacob Goldstein et celle de leurs descendants. Madame Leroy, témoin privilégié de cette nouvelle page d'histoire, ne cachait pas ses larmes de joie. Le soir de leur mariage, alors que les derniers invités partaient, Karim et Sophie restèrent un moment dans la salle souterraine. La vieille, table en acajou témoin de tant de secrets, brillait doucement dans la pénombre. « Tu sais, dit Sophie en caressant le bois patiné, je crois que cet immeuble nous attendait. Il attendait que quelqu'un comprenne son histoire, révèle ses secrets et poursuive sa mission. » Karim l'attira contre lui. Et ce n'est que le début. Chaque jour qui passe écrit une nouvelle page de son histoire, notre histoire. À travers les fenêtres restaurées, la lumière de Paris illuminait les pièces du centre culturel. L'immeuble vivait, respirait, continuait sa mission. Les rêves d'Ahmad Hassan et Jacob Goldstein s'étaient transmis à une nouvelle génération, portés par l'amour de leurs héritiers spirituels. L'histoire ne s'arrêterait pas là. Elle continuerait à travers chaque visiteur, chaque artiste, chaque enfant qui franchirait ses portes. Car certains lieux ont le pouvoir de transformer les vies, de générer l'espoir, de créer des ponts entre les cultures et les cœurs. Le centre culturel Hassan Goldstein était l'un de ces lieux magiques où le passé et le présent se rejoignent pour créer l'avenir. Un lieu où l'amour, sous toutes ses formes, continuait de triompher.